Bonjour Philippe Poeffard, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Bonjour François, merci à vous. Alors, vous êtes donc un producteur de films français, films plutôt cinéma, c'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est une sein d'une société Nord-Ouest donc, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. On produit des films de long métrage, des films d'animation. On produit, pas nous directement, mais aussi des documentaires, principalement pour la télévision. Et on commence à travailler sur des unitaires pour la télé, mini-séries et séries aussi qu'on développe et sur lesquelles on avance. D'accord. Oui, peut-être en ce moment, vaut mieux travailler pour la télé que pour le cinéma. Non? Bon, on en discutera après, mais non, c'est pas si. D'accord. Donc vous avez produit des dizaines et des dizaines de films, donc vous connaissez très bien le fonctionnement de production d'un film, le travail avec le scénariste, le réalisateur et tout ça. Dire qu'on le connaît très bien, on a une certaine expérience. Dire qu'on le connaît très bien, je veux dire, c'est à chaque fois, chaque film est quasiment un prototype et un prototype dans sa fabrication et dans son mode de fonctionnement, quoi. Donc oui, on a une expérience. Après, on peut effectivement pâtisser des règles, mais un vécu par rapport à cette expérience. Après, chaque cas, je veux dire, c'est ça qui est passionnant dans ce métier-là, c'est qu'on a beau accumuler une certaine expérience, je veux dire, la prochaine aventure sera quelque chose de neuf, quoi. Donc voilà, c'est un métier qu'on peut faire et refaire parce qu'effectivement, chaque nouveau projet a vraiment une spécificité qui lui est propre et de serait-ce qu'avec les gens avec qui on travaille, c'est l'histoire qui va être racontée, les problématiques de production auxquelles on va faire face. Et donc voilà, c'est plutôt au niveau de l'expérience que ça se passe, quoi. Vous présentez ça comme un avantage, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit inconvénient à ce que, parce que peut-être dans cette reformation à chaque fois, c'est aussi comment ça se passe en termes d'équilibre des pouvoirs entre scénariste, réalisateur, producteur, j'imagine, bah, même si le producteur, j'imagine, a le dernier mot. Est-ce que on gagnerait pas à avoir finalement un fonctionnement plus systématique de ces relations-là? Je vais revenir à ce que vous dites, vous parlez de pouvoir. Je pense pas que ce soit le bon terme à employer. C'est pas le bon terme à employer. C'est effectivement, nous, notre métier, globalement, le métier que ce soit pour le cinéma et que ce soit effectivement pour la télé, c'est que nous, c'est d'accompagner des gens, des auteurs, d'accompagner des talents, d'accompagner une force créatrice, voilà, et qui regroupe plusieurs personnes qui va raconter une histoire, quoi. Donc nous, on stimule ces gens-là. L'objectif, c'est le film, l'objectif, c'est la série, l'objectif, c'est ce qui doit être raconté, quoi. Donc à l'intérieur de ça, déjà, parler de rapport de force, c'est pas le... Oui, il y a des égos, oui, il y a des implications qui sont très fortes, humaines de chacun, ce qui est normal, ce qui est logique, parce qu'il y a effectivement, chacun met beaucoup d'intime dedans. Mais l'objectif, l'objectif, c'est le film. L'objectif, c'est la série, c'est la mini-série, c'est ce que ça raconte, quoi. Donc oui, à l'intérieur de ça, ce qui compte, c'est que l'ensemble, nous, c'est la façon dont on travaille, hein, c'est ce qu'on essaye de défendre, c'est que la façon des gens qui travaillent, que ce soit effectivement côté production, côté, on va dire, auteur, réalisateur, scénariste, effectivement, on reviendra là-dessus, et côté aussi technicien, tout le monde travaille dans le sens du film, quoi, dans le sens de ce que doit être le film, mais un film du mieux possible. Voilà. Donc être dans une sorte de rapport de pouvoir ou rapport de force, ça veut dire volonté d'imposer quelque chose, qu'une personne puisse imposer quelque chose par rapport à un autre. Oui, alors, la vision, forcément, elle est partagée par. Alors, on va dire côté série, on va dire les showrunners, côté film, plutôt le réalisateur, ou la personne qui a l'idée d'origine et qui lui, doit la représenter, être plus impliqué dans cette représentation. Et tout le monde doit effectivement œuvrer avec cette personne-là, quoi. Et le scénariste, lui, suit effectivement les différentes étapes du processus d'élaboration d'une place beaucoup plus lointaine que peut être le réalisateur, mais toujours avec ce lien originel qu'il a sur le projet. Donc, Est-ce que vous dites d'une place beaucoup plus lointaine, on va pouvoir commencer à parler un petit peu du centre de l'interview, hein. Ce pourquoi j'ai fait ces 2-3 interviews, c'est le mouvement parole de scénariste. Et vous dites d'une place beaucoup plus lointaine, ça me conduit à vous poser une question. Par exemple, il y a beaucoup de scénaristes qui se sentent un peu
soit invisibilisés, soit ils se sentent incités à travailler gratuitement ou pas, pour pas grand-chose, etc. Est-ce que vous, par exemple, vous avez le réflexe d'inviter systématiquement aux avant-premières les scénaristes? Quand je dis lointain, c'est pas lointain dans un sens négatif, mais avec plus de recul en fait. Voilà. Dégager des contraintes du quotidien, des contraintes de réalisation, de production, être une sorte de référent par rapport à qu'est-ce qu'est D'accord. le projet, etc. Désolé, c'est pas forcément très clair. Je comprends bien ce que vous dites, mais essayez de me faire des réponses un petit peu plus courtes, s'il vous plaît, d'accord? Est-ce que, à votre avis, il faut qu'un scénariste soit là sur le tournage ou pas? Ça dépend vraiment de la personne qui réalise le film, quoi. Ça dépend vraiment de la personne qui réalise. Que après, effectivement, par contre, le scénariste puisse regarder les rushs, puisse échanger à la demande du réalisateur ou même lui, c'est effectivement et puisse échanger avec la personne qui a réalisé ou avec la production, oui, c'est forcément constructif. Mmh. D'accord, et on a déjà parlé des festivals, des avant-premières où il est logique et normal qu'ils soient invités. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Maintenant qu'on a parlé de cet aspect un petit peu d'invisibilisation, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la place du scénariste, peut-être sur le plan juridique. Est-ce que vous pensez que les lois et le statut du scénariste actuellement tels qu'ils sont faits sont bons, sont bien faits et permettent de faire les choses bien d'être le plus productif possible et de respecter tout le monde? Ou est-ce qu'on pourrait peut-être changer des choses sur le statut du scénariste pour éviter l'invisibilisation, le travail gratuit et tout ça? Vous me demandez de faire des réponses courtes sur des questions. Oula, c'est carrément. Non, mais c'est énorme. Après, c'est vrai que dans les discussions qu'il y a eu préalablement avec les deux autres personnes, avec Sabrina et Yves, le problème, c'est qu'un auteur, il crée. Quoi. Voilà. Donc, si vous parlez d'un statut, c'est qu'en fait, c'est de la création qu'on rémunère. Quoi. Ça peut pas être du salaire. Ce qui dit salaire, on part dans le droit du travail, dit Mmh. il y a un rapport hiérarchique. C'est des gens qui ont des fonctions, qui doivent accomplir des tâches selon des cahiers des charges, etc. Un auteur, c'est quelqu'un qui crée. Voilà, c'est ça qui valorise. Voilà. Et c'est ce qui est troublant dans la. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas de rapport hiérarchique, puisque de fait, il y en a quand même un et il fait ce que vous lui dites, le scénariste. Pourquoi on ne considérerait pas d'abord le rapport hiérarchique et pourquoi il ne serait pas considéré comme un salarié comme un autre qui fait de la création? C'est ça que je ne comprends pas. Pas du tout d'accord. C'est pas du tout. Il fait pas ce qu'on dit. Enfin, le scénariste, Julien, le scénariste, il travaille avec un réalisateur. Même les auteurs, à la limite, qui travaillent sur un film ou sur une série, on se met d'accord sur un objectif, sur une histoire à raconter. Il n'y a absolument pas de hiérarchie. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on dit, nous, on dise aux scénaristes et aux réalisateurs, bah, écoute, tu me racontes on te donne un cahier des charges, mais en 20 points, de lui dire, voilà, il faut que tu me racontes ci, ça, ça et ça et ça, et tu l'écris dans le scénario. Non, nous, l'intérêt, c'est d'avoir des scénaristes, des gens qui ont du talent, qui racontent des choses originales, de façon originale, avec un ton qui n'est pas celui qu'on peut prévoir, qu'on peut anticiper. Donc, de fait, on n'est pas dans le même endroit du droit. Quoi. Il y en a un, c'est le droit du travail, et l'autre, c'est le droit. Effectivement, c'est le droit incorporel. Quoi. Il y a le droit moral des auteurs, qui est quand même un droit qui est quand même très spécifique. Quoi. Mmh. Mais après, ce que disent les auteurs en général, c'est qu'il est normal d'être payé, entre guillemets, d'avoir un salaire parce qu'on fait un travail, entre guillemets, de salarié, c'est-à-dire par exemple une commande. Et après, il y a des droits d'auteur qui sont un autre droit, qui peut-être doivent être recalculés à la baisse ou je ne sais pas. Mais par exemple, Sabrina disait qu'elle préférerait être bien payée, normalement payée en salaire et pas avoir de minimum garanti. Oui, mais je vois pas comment un auteur, un scénariste peut être payé en salaire. Je veux dire, Ah bah, c'est tout simple, c'est tout simple. Vous prenez une équipe, par exemple, de 3 scénaristes, vous leur dites, vous allez bosser sur une série pendant 1 an.
vous leur faites un CDD de 1 an, voilà, terminé. Et si vous n'êtes pas content du résultat, vous en prendrez d'autres la prochaine fois. C'est-à-dire, au lieu que ce soit l'auteur qui prenne le risque que les choses se fassent ou pas, et qu'il ait un minimum garanti ou pas, ou même la totalité de droits d'auteur, le risque est pris par le producteur. C'est-à-dire, il y a deux choses. Il y a effectivement la rémunération et le statut. Bon, la rémunération, nous, on travaille avec des gens. Les gens, ils travaillent effectivement sur une série pendant X temps. À partir du moment où on se met d'accord effectivement sur quoi porte cette série, sur quelles sont les étapes d'écriture qui vont avoir lieu, ben, oui, il y a un échéancier qui est mis en place. Voilà. Après, c'est vrai que là, vous quantifiez ça en termes de temps. Normalement, c'est plus en termes d'objectifs. Voilà, il faut avoir une Bible. Bon, combien de versions de la Bible, Après, de la création, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, ça demande du travail, et ça demande du temps, ça demande une implication. Mais si une personne fait ce travail-là, une personne peut peut-être le faire en une semaine, une autre peut peut-être le faire en 3 mois, 5 mois, voire même ne pas arriver à faire quelque chose de satisfaisant. Mais ce qui est l'enjeu, c'est effectivement la qualité de cette création, quoi. Donc ouais, c'est après le droit du travail, il y a si vous êtes salarié, il y a une hiérarchisation. C'est pas le cas non plus là-dedans, quoi. il y a une hiérarchisation, c'est-à-dire. Non, quand vous êtes du droit du travail, je veux dire, c'est qu'il y a forcément un rapport hiérarchique avec un donneur d'ordre. Là, ce n'est pas le cas. Je veux dire, les gens écrivent, il y a un partage qui se fait en commun, il y a une stimulation, il y a une élaboration, il y a une réflexion. Mais je veux dire, on ne dit pas aux gens, écrivez si, ça et si. Et en plus, si c'était ça, mais ce serait débile, quoi. Le principe des auteurs, le principe des scénaristes, c'est qu'ils aient, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui aient du talent, quoi. C'est qu'ils apportent des idées qui nous bouleversent, qu'on ne serait pas capable d'avoir, quoi. Excusez-moi, mais je ne comprends. Il y a quelque chose que je comprends pas vraiment dans votre raisonnement, c'est que vous semblez mettre en contradiction le talent, la créativité, tout ça, avec le fait de commander quelque chose, d'une part, et d'autre part, avec le salariat. Pour moi, c'est des choses qui sont pas antinomiques. C'est-à-dire, prenons un exemple. Moi, je veux produire une comédie avec tel acteur, par exemple, parce que je l'aime bien. Je vous commande, vous êtes scénariste, je vous commande cette comédie pour cet acteur précisément. Je vous donne les caractéristiques que je veux dans cette comédie. Il y aura toute votre créativité et votre talent là-dedans. Moi, je vous connais, je sais que vous êtes un bon scénariste et que vous allez faire les choses bien. Et je vous donne et je vous paye, par exemple, 1 an pour le faire. Et si jamais si jamais au bout de 6 mois, je m'aperçois que c'est pas assez bien ou comme ça, je peux vous virer. Mais en attendant, je vous aurai engagé et payé pendant quelques mois. Et si c'est bien, tout le monde sera content. Et vous n'avez même pas forcément besoin de droits d'auteur. Vous serez content d'avoir été payé content à l'heure pour un travail effectué très créatif, un travail très créatif. Ce que je veux dire, c'est ce qui se passe dans la pratique, quoi. Je veux dire, c'est effectivement, si vous êtes le producteur, je suis l'auteur, je vais dire, ok, oui. Bon, après, pour écrire ça, il me faut à peu près tel temps. Bon, on va se mettre d'accord. Je vais vous faire un traitement, 2 traitements, on va revenir dessus, on va faire 3 à 4 versions de scénario, et ainsi de suite. Donc, on va mettre des échéanciers en fonction d'un travail. À chaque travail, à chaque remise d'échéancier, il y aura forcément un paiement, acceptation, est-ce qu'on continue, on ne continue pas. Mais du coup, il y aura, ce sera sur un montant minimum garanti global, ce sera découpé par tranche. Et voilà, donc, ça, c'est le fonctionnement actuel. Enfin, je veux dire, les scénaristes, on n'est pas forcément obligé de les payer à la tâche. Il y a plein de métiers d'artisans qui sont payés à la semaine ou au mois en France. Non, hein, pas d'artiste. Hein. Mais oui, mais justement, pourquoi ne pas considérer les scénaristes comme des artisans, tout simplement? Oui, alors, non, mais après, on basculerait sur autre chose, quoi. C'est-à-dire que les scénaristes qui créent, ce qui créent pas, ce qu'ils font, ça ne leur appartient pas, en fait, du coup. Voilà, c'est pour le coup, c'est reconnaître que, un peu ce qui se passe aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire qu'un scénariste qui écrit un scénario, il n'est pas, il n'y a pas cette notion de droit moral et cette notion de droit d'auteur aux États-Unis. Le scénario, il peut le vendre, il peut vendre son travail directement à un producteur, à une société de production. Mais ça voudrait dire, globalement, ça veut dire aussi que c'est pas l'avantage des scénaristes, dans le sens où
si on fait si le cas de figure que vous me dites, je suis scénariste, je vais bosser 3 mois, 4 mois, et pour une raison X ou Y, ben finalement, vous dites, mais parce que effectivement, tel comédien va dire, bah non, attends, c'est plutôt, je sais pas, bah non, mais attends, je vais m'y mettre à faire cette comédie. Bon, ben ok, vous allez peut-être me dégager, vous allez récupérer tous les droits et faire ce que vous voulez sur le scénario, alors qu'effectivement, j'aurais bossé et j'aurais fait ce qui était principal par rapport à la création. Enfin, principal, j'aurais fait 70% du boulot, quoi. Donc ce droit aussi moral des scénaristes, même si effectivement ça vous paraît comme étant défavorable, c'est quand même quelque chose qui est très très fort, qu'ils ont, quoi. Je sais bien, mais peut-être que c'est pour ça que j'en avais parlé à Sabrina. Peut-être que les auteurs préféreraient être des artisans tout simplement. Comme ça, au moins, ils seraient payés en temps et en heure, on va dire. Et de toute manière, ce que vous dites là, de se faire enlever un projet, etc., c'est déjà des choses qui existent actuellement avec le droit d'auteur tel qu'il est fait. Il y a des multitudes de gens qui racontent ça. Non, mais je ne veux pas dire que la situation, enfin, qu'il soit payé en temps et en heure, après, ça dépend des relations de chacun, quoi. Je veux dire, des gens qui se comportent mal en production, oui, il y en a. Des gens qui disent, bon, bah voilà, quoi, écrit, mais si, ça, mais voilà, qui mettent du temps, enfin, qui honorent pas leurs paroles ou qui se comportent mal, ça, il y en a toujours, quoi. Donc, mais je veux dire, le procédé tel que vous l'imaginez et qui se passe dans la réalité, je veux dire, avec des scénaristes, ces scénaristes sont payés et en temps et en heure, et au fur et à mesure de l'avancée de leur travail. Je veux dire, financièrement, ça revient, pour l'instant, enfin, ça revient exactement au même, quoi. Avec effectivement la garantie d'une appropriation de leur travail. Alors oui, c'est plus compliqué avec le cas quand vous mettez d'autres co-auteurs, voilà, c'est compliqué. Avec un réalisateur, c'est compliqué qu'il y ait un autre auteur du film. Donc là, voilà, il y a des rapports qui complexifient la chose. Il y a aussi quelque chose de complexe dans ce que vous expliquez là. Je me mets à la place du scénariste. C'est difficile de prévoir ses revenus parce que vous dites il est payé par rapport à des deadlines, sauf que les deadlines ne dépendent pas que de lui. C'est pas juste tiens, je suis très motivé, je vais travailler à fond sur ce projet. C'est aussi les réalisateurs les producteurs pardon, qui imposent que tel truc va pas pouvoir se faire avant telle date et tel autre truc pas pouvoir se faire avant telle date. Et ce qui fait que ça a tendance à peut-être diminuer un peu les revenus des scénaristes, ou en tout cas, ils les contrôlent pas. Alors après, c'est une autre chose, c'est que scénariste soit un métier qui soit difficile, c'est une évidence, quoi. C'est vraiment d'une complexité. Enfin, déjà à vivre au jour le jour, de vivre de ce qu'on sort de soi et d'écrire, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'en termes en termes de revenus, c'est très compliqué. Après, il n'y a pas forcément à penser à mal de dire, ah bon, ben voilà, le producteur, il n'a pas envie d'avoir. Non, même un projet, je veux dire, est-ce que c'est pas parce qu'on a une idée au départ qu'on partage sur la base d'un traitement, et effectivement, est-ce que une fois qu'on a une version de scénario, on se rend compte, pardon, je veux dire, tant lui que nous, qu'on est sur la même idée de film, qu'on va au même endroit, que effectivement c'est quelque chose qui est viable en tant que tel. Je veux dire, c'est pas forcément des contraintes financières ou de production qui guident. Il y a aussi le partage de l'envie de ce projet-là. Et effectivement, plus on avance dans le projet, et des fois, il y a des problématiques d'écriture qu'on n'arrive pas à résoudre aussi. Donc, c'est des choses qui existent, quoi. Mais, mais ça fait partie, on va dire, ça fait partie des difficultés normales du scénariste et il est formé pour ça. Par contre, il n'est pas forcément formé pour gérer la précarité pendant des années, quoi. Non, mais ça, tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a alors, mais bon, je ne sais pas à quel niveau faudrait l'appréhender, mais c'est vrai que c'est un métier qui est très très difficile. Ça, c'est évident. Je me demandais par exemple quelle pourrait être la pertinence d'engager des scénaristes à l'année comme le faisaient certaines productions américaines. On en avait parlé avec Yves Lavandier, d'avoir des scénaristes établis en CDI et qui travaillent tous sur plein de projets et qui peuvent s'entraider, etc. Ce serait un système qui serait pas possible en France de faire ça? Ce serait pas intéressant? Enfin, si, ce serait très intéressant. Ça, pour le coup, ce serait très intéressant d'avoir des gens qui aient une capacité à trouver des idées, à travailler sur des idées, à être force de proposition, à rebondir, à développer des idées, je veux dire, même à différents stades. Oui, alors la dynamique, c'est savoir sous quel statut ça se passe. Tout simplement des salariés, des artisans, des salariés.
Bon, après, on relève d'un statut juridique, quoi. Je veux dire, ce serait pas leur garantir. Si ces gens-là, on leur versait un salaire tous les ans et qu'on faisait ce qu'on voulait de leurs idées, les mecs, toi, ils commencent à travailler, ils sont dessus, ils trouvent des idées, ils avancent, et juste parce qu'ils sont salariés, l'idée, après, le producteur, lui, il en fait ce qu'il en veut. C'est pas logique, c'est pas possible, ça leur appartient. Donc ça, on peut pas. Enfin, je veux dire, nous ne voulons pas leur retirer. Donc après, c'est comment ce lien peut se travailler et se continuer. Après, effectivement, qu'il y ait un système de paiement qui lui soit mensualisé, qui rémunère ces gens-là l'année et qui les fidélise aussi. Enfin, pourquoi pas. Mais bon, je veux dire, chaque cas est particulier, quoi. Je crois que ce serait un système, moi, assez gagnant-gagnant, justement, que le producteur récupère les droits sur ses idées et qu'il en fasse ce qu'il veut, mais que le scénariste soit plus sécurisé sur le financier et le mensuel, comme j'avais parlé avec Sabrina, par exemple. Sabrina, je pense que vous lui proposez un contrat comme ça demain, c'est-à-dire vous faites ce que vous voulez de ses idées, mais vous lui donnez un chèque qui tombe tous les mois. Je suis sûr qu'elle signe tout de suite, et je suis sûr que 90% des scénaristes, ils signent direct, hein. Eh Ils sont ben, pas. voilà, on peut refaire une prochaine discussion. On peut la faire à trois, hein, d'ailleurs, avec Sabrina, parce que je serais très, très, voilà, je serais surpris de savoir son point de vue là-dessus, sachant que elle, pareil, enfin, ce qu'elle expliquait, elle est quand même très investie dans les projets. Le fait de savoir, enfin, qu'elle puisse les suivre, qu'elle puisse les accompagner, que ce travail soit reconnu. Là, ce serait une façon même de nier leur travail. Enfin, c'est pas de nier, mais de dire, OK, tu as fait ce boulot-là à ce moment-là, maintenant c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Forcément, il serait encore. Enfin, je veux dire, cette manque de reconnaissance, ce manque de considération, pour moi, il sera encore plus marqué, quoi. Alors, c'est une possibilité, vous avez raison, mais je ne suis pas certain de ça parce et pourrait tout simplement dire, oui, cette année, j'ai travaillé, j'ai contribué à faire tel film, tel film, tel film, et tel film que j'ai vraiment accompagné un peu plus que les autres, on a été faire la promo ensemble, etc. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser, ça fait une parfaite transition. Moi, je suis toujours très déçu quand je vois les promotions des films parce que on voit jamais les scénaristes. Alors que j'aimerais bien qu'on pose des questions aux scénaristes. Pourquoi vous avez voulu écrire telle histoire? Comment c'est né dans votre tête? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a plein de questions aux scénaristes que je trouverais extrêmement intéressantes. Et j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes questions que les journalistes leur posent aux comédiens plutôt. Et parfois, il n'y a même ni le réalisateur ni le scénariste, très souvent. Et je comprends pas pourquoi. Bah, malheureusement, on est dépendant de contraintes médiatiques. Voilà, c'est effectivement, vous avez un film qui est interviewé sur les plateaux, qui les médias ont besoin de voir porter une histoire, porter la communication sur un film ou sur une série. Ben, c'est un peu ce qui brille, c'est les têtes de gondole. Donc c'est majoritairement les comédiennes, comédiens, donc du coup les acteurs. Et puis après, ben oui, c'est un réalisateur est connu, reconnu, ce sera lui. Donc oui, forcément, vous voyez jamais de producteur, vous voyez C'est des un scénaristes. cercle vicieux. C'est un peu un cercle vicieux parce que si les scénaristes vont jamais parler de leur projet, évidemment qu'ils seront jamais connus. Non, mais le problème, c'est que même quand nous, on a un film, je veux dire, déjà, quand on fait un film, l'objectif, c'est d'avoir une communication sur le film, c'est d'être invité. Donc, Mm. même pour des gens que vous êtes cinéphile, vous vous dites, ah ouais, non, c'est des gens qui sont connus, reconnus, selon la typologie d'émission et selon l'endroit, ben, on va vous dire, ben, non, mais finalement, si c'est pas machin qui vient, machine, bon, ben, moi, c'est pas la peine, quoi, tu vois, ou je vais faire un petit sujet. Donc, en fait, quelle que soit D'accord. l'émission, vous avez besoin que ça brille en relatif Mm. par rapport à l'émission, quoi. Donc forcément, ce que je vous dis sur le scénariste, alors oui, ce sera, mais ce que vous proposez de monter une chaîne où vous invitez des scénaristes, maintenant pour chaque film qui sort, vous invitez les scénaristes et les réalisateurs, et Mm. vous faites en sorte que ces gens-là, ils parlent ensemble, et il y aura sûrement une demande, quoi. Mais Mm. ce sera une demande de niche, quoi. Peut-être qu'au bout du compte, les gens s'apercevant qu'ils ont des choses plus intéressantes à dire, ça deviendra majoritaire à un moment ou à un autre. Parce que le problème, c'est que aussi maintenant, peut-être vous ne proposez même plus dans les dossiers de presse des interviews de scénaristes comme vous êtes habitué. Systématiquement. Non, 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 systématiquement. Enfin, je veux dire, elle est là. Après, quand vous faites un France 2, je veux dire, c'est déjà là, pour qu'un réalisateur, réalisatrice puisse venir, c'est compliqué quand vous avez une comédienne ou comédien. Donc, vous imaginez, après, c'est compliqué derrière, quoi. Donc dès qu'on a la possibilité, parce que forcément, c'est des gens qui sont impliqués, qui connaissent des choses, et c'est passionnant, comme vous le dites.
Mais donc, dès qu'on peut, on a la possibilité, oui, on les fait intervenir. Et si eux sont d'accord, parce que aussi, voilà, c'est des gens qui travaillent sur leur scénario, ils n'ont pas forcément non plus envie d'expliquer ce qu'ils ont fait, de la façon dont ils l'ont fait. Mais dès qu'ils sont partants, bien sûr qu'on est, au contraire, nous, on est pour, quoi. D'accord. Ok. Finalement, si on a un point de vue global pour finir avec le mouvement Parole de scénariste, vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt pour ce mouvement? À quoi ça pourrait conduire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement suite à ce mouvement? Non, mais bon, je pense que ce mouvement, il permet ce que disait Sabrina, c'est que voilà, faut libérer les paroles. Il faut que les choses puissent être claires et dites. Après, ce qui est compliqué, effectivement, parce que c'est ce qu'elle disait, c'est flou d'écrire un scénario, Sabrina. C'est ce qu'elle disait à un moment donné. C'est que vous avez des auteurs, vous avez des gens qui apportent une contribution artistique, mais en quoi celle-ci est significative, prépondérante, comment elle se hiérarchise, quoi. Donc c'est ce qu'elle préconisait, effectivement, de discuter en amont, de parler, pas d'établir des règles et d'être sur des... mais que les choses soient claires entre l'investissement des uns et des autres, du coup les apports des uns et des autres, plus le discours sera clair, mieux ça se gérera derrière. Donc là, ce qu'on voit, effectivement, c'est effectivement avec parole de scénariste, c'est que des gens subissent des situations qui leur sont très défavorables, et tant vis-à-vis des autres poules, d'autres auteurs, que effectivement des sociétés de production, mais qui ont des comportements qui sont inadmissibles, c'est clair, quoi. Donc oui, c'est bien de libérer la parole et c'est bien de faire en sorte que les choses puissent être dites le plus possible, de façon le plus claire possible et très en amont. Après, bon, je continue, mais quand vous travaillez sur un projet, des fois vous êtes à un endroit où vous êtes embryonnaire, quoi. Donc vous projetez que ça va se passer d'une certaine façon, mais en fait ça se passe aussi d'une autre. Donc il faut aussi une forme d'adaptabilité par rapport à tout ça. Vous démarrez avec un auteur, puis finalement il y a pas une forme d'incapacité, mais il y a une forme faut compléter avec d'autres gens qui travaillent, etc., etc. Donc il y a aussi l'œuvre est vide, donc il faut pouvoir accepter et faire ça de façon la plus intelligente possible. Donc c'est pour ça que c'est important que les relations soient claires et puissent être dites de façon la plus franche. Donc ça, vraiment, ce que dit Sabrina, je suis 200% en phase avec ça, quoi. D'accord. Donc ouais, donc vos solutions, les solutions qui vous paraissent le plus pertinentes, c'est les mêmes que Sabrina, c'est-à-dire oser discuter en fait, oser discuter avant que les projets commencent et se mettre d'accord sur. Pendant que les projets continuent aussi, quoi. Voilà, de pouvoir dire clairement les choses. Il faut vraiment qu'il y ait un environnement de confiance et de respect qui s'installe entre les différents interlocuteurs. L'objectif, c'est que le film, c'est que la série soit du mieux possible. Point. Donc c'est d'aller dans ce sens-là. Voilà, et donc s'il y a effectivement confiance, respect, les choses peuvent être dites, les choses peuvent être entendues, peuvent être écoutées, des réponses peuvent être trouvées de façon constructive, etc. Alors bon, des fois, les conflits continueront à exister, mais plus c'est désamorcé en amont, le mieux ce sera. D'accord. Ok. Du coup, on peut aborder une deuxième partie de l'interview qui m'intéresse particulièrement maintenant que j'ai un producteur sous la main, on va dire, si vous le permettez. C'est tout ce qui est en termes de production à la française. On reproche parfois aux films français d'être souvent sur les mêmes thèmes, donc des thèmes familiaux ou des thèmes de sociaux ou ce genre de films, ou alors de la comédie vraiment totalement différent. Voilà, en gros, on a ces deux pôles-là et peut-être parfois pas assez diversifiés. Est-ce que, et vous, les producteurs, vous êtes aussi dépendants des envies des chaînes, etc., qui vont cofinancer les films. J'ai une idée à vous soumettre. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant aujourd'hui où on a par exemple des conventions citoyennes pour tout, de faire des sites qui permettent au public de demander ce qu'ils veulent voir, c'est-à-dire qu'il y ait des pitchs et que les gens puissent voter, par exemple, un film par an. Je ne sais pas combien de films vous faites par an, mais sur un des films par an, vous demanderiez au public ce qu'il veut
et les gens pourraient voter sur des pitchs ou sur même des pitchs un peu plus longs, par exemple d'une page, en cliquant, hein, c'est pour ceux qui s'y intéressent vraiment. Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Et puis même, par exemple, ils pourraient cofinancer le film et devenir peut-être producteur et peut-être même avoir l'opportunité de récupérer un peu d'argent, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, du coup, il y a plusieurs points à votre question. Là, ce coup-ci, c'est la question qui est longue. Vous avez le sentiment que les films français sont toujours, se ressemblent dans les thématiques, dans les sujets. Bon, vous avez le sentiment que c'est différent du côté des films américains, avec les films de super-héros, les films sur les problématiques sociales, raciales, que c'est différent côté des films anglais aussi, que... Bah, par exemple, c'est pas en France qu'on a fait Black Mirror. Non, il y en a beaucoup de Black Mirror. Ah, Ils mais ont- bon, Charles- on a Charles- fait Trépalium et on a fait Ad Vitam, hein, je veux dire, en France, quoi. Oui, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parmi les euh, peut-être en France, on fait pratiquement, enfin, il me semble qu'on fait très peu, par exemple, d'anticipation. Oui, alors après, historiquement, il y a des genres avec lesquels on est moins à l'aise. Voilà, ça c'est clair. L'anticipation, enfin, le genre, l'anticipation, le film d'horreur, effectivement, voilà, chaque nationalité, on va dire, a un certain historique par rapport à un genre particulier. Donc ça, c'est vrai que c'est des genres, enfin, dans le cinéma anglo-saxon, américain, bon, qui est très développé. Donc, mais bon, je veux dire, voilà, vous parlez de film social. C'est pas, il n'y a absolument rien de négatif là-dedans. Vous pouvez faire, ça fait la haine il y a plus de 25 ans. Il y a les Misérables, voilà, qui sont là. Nous, c'est vrai qu'on travaille avec Stéphane Brisé. Bon, quand vous Non, mais voyez si vous Marchand, voulez, ouais, je critique non, pas non, mais pour critiquer. Surtout pas que vous vous sentiez agressé par ce que je dis. pas du tout. L'idée, c'est simple. Si vous parlez par exemple à des jeunes aujourd'hui, est-ce que vous allez voir des films français au cinéma? Les jeunes ont tendance à dire plutôt pas et qui vont plutôt voir des films américains ou ce genre de choses. Oui, Peut-être que c'est parce qu'ils aiment que les super-héros, j'en sais rien. Après, il peut y avoir d'autres possibilités, mais pour moi, peut-être que, par exemple, les producteurs se disent je vais faire quelque chose, au moins je suis sûr que ça marche, avec des plateformes comme ça où les gens pourraient choisir. Ça rassurerait peut-être les producteurs sur l'intérêt du public sur tel ou tel film qui paraîtrait peut-être de niche, mais qui aujourd'hui, avec des plateformes comme Netflix ou comme ça, sont plus du tout un problème. oui, oui. Enfin, enfin, pour le coup, je parlais de mon métier. Je veux dire, on raisonne par rapport à des projets qu'on a envie de voir exister. Voilà, à des endroits où des gens ont envie de raconter des choses. Alors bon, c'est sûr que on lit très peu de Black Mirror en France, voilà, c'est sûr. Mais bon, Black Mirror, vous parlez de social, vous parlez de regard sur la société. J'ai un Black Mirror. Alors c'est un regard, oui, sur notre monde, sur l'incidence des technologies, de l'ensemble de ces nouvelles technologies dans le monde tel qu'il peut devenir. C'est un regard en plus hyper noir. Hyper pertinent. Alors oui, ça aussi, ça s'inscrit dans un genre effectivement assez ludique, on va dire. Voilà, il y a ce côté ludique qui existe. Mais bon, c'est vrai que ça rentre moins dans un processus narratif habituel français. Mais je veux dire, enfin, pourquoi pas, ça va évoluer, les gens évoluent là-dessus. Mais quand vous voulez regarder Years and Years aussi, voilà, c'est des Anglais, donc c'est une chronique sur une famille, sur plusieurs années, une famille anglaise, très ancrée dans le social, mais en même temps avec tout un tas de questionnements à tous les niveaux. Oui, j'adorerais bien entendu effectivement pouvoir travailler sur des projets comme ça et qu'on nous les présente. C'est moins dans la culture française. Après, c'est des projets qui sont effectivement très risqués. Est-ce que en France, on a l'écosystème de production côté chaîne de télévision qui permettent à des projets, une diversité et une quantité qui permettent à ces projets-là d'exister? Bon, ça, voilà, à voir, je ne sais pas, mais nous, c'est ça. Maintenant qu'il y a Prime, Netflix, Disney et tout ça, maintenant qu'il y a les plateformes, peut-être que si vous êtes assuré d'un soutien populaire, et peut-être même ça peut être fait en collaboration avec des plateformes. Regardez, je vous donne un projet tout simple.
vous lancez un site qui s'appelle Tous Producteurs. En plus, vous faites énormément de pubs pour votre production comme ça. Et vous dites aux gens, si vous donnez de l'argent pour tel ou tel projet, vous serez coproducteur. Si le film ne se fait pas, on vous rembourse, par exemple. Et vous prenez le film qui a recueilli le plus de financement ou le plus de votes et vous le produisez en collaboration avec Netflix ou Prime qui était déjà dans le projet. Et ça fait une pub de malade pour votre production. Et les spectateurs vous en seront éternellement reconnaissants d'avoir fait quelque chose pour lequel ils avaient voté, je pense. Ah, déjà, il y a eu un moment où ça existait dans le financement participatif. Hein, il y a eu des tous coprod, etc. Donc des sites participatifs qui sont montés où les gens choisissaient les projets en amont et investissaient. Bon, c'était des petites sommes, enfin c'était des sommes petites, mais bon, ça a permis. Je dirais pas. Oui, il y a peut-être des films qui sont faits comme ça, mais bon, pas beaucoup, et c'est pas pérenne. Après, c'est un peu ce que font aussi les décisions des Netflix et autres sur la base des algorithmes. Hein, c'est-à-dire qu'en fait eux, ils préconisent, et ce que font les chaînes de télévision aussi, globalement, en sentant éditorialement ce que peut aimer leur public pour proposer des choses qui vont dans ce sens-là. Après, je trouve la pertinence de notre métier, c'est aussi de devancer les attentes des gens. Voilà. Si vous allez, c'est ça que les gens attendent aussi du cinéma et attendent des séries. Je veux dire, voilà, peut-être que vous auriez dit aux gens, ouais, vous allez voir une série sur Tchernobyl, là, ça vous dit ou pas? Ouais, bon, non, mais je veux dire, bon, ouais, enfin bon, pas terrible, nucléaire, si. Non, mais je veux dire par là qu'après, il y a aussi il y a un sujet, mais il y a aussi la façon de le raconter. Qu'est-ce qu'on raconte à travers ce sujet, le moment où on le raconte. Tchernobyl, parler de Tchernobyl, des mensonges d'État, de tout ce que ça, la façon dont ça résonne, ça dit des choses à ce moment-là. Il y a aussi la proposition, enfin, je dirais qu'on est plus. Alors, c'est ça qui est compliqué. On est tout à la fois dans une industrie qui doit répondre à une attente, mais aussi c'est l'originalité de la proposition et de la demande qui fera en sorte que le public, il a besoin de ça. Il y a des robinets d'eau tiède, mais en même temps, même au niveau des séries, je veux dire, voilà, si vous dites aux gens, ouais, vous allez voir une série sur l'histoire d'une fille qui joue aux dames, bon, je pense que globalement, il y a 9 mois, vous n'auriez pas eu beaucoup de personnes qui seraient montées au créneau. Sauf que, voilà, vous avez un roman, vous avez une histoire, vous avez des scénaristes, vous avez des réalisateurs, comédiennes et tout, qui se met en place, et ça tient la route, quoi. On irait peut-être vers on irait peut-être vers du conformisme. Vous n'avez pas tort. Mais est-ce que, alors, je pense à une autre idée. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant que les productions affichent ce sur quoi elles ont des velléités de thèmes en ce moment, ou les plateformes même, et disent, bah voilà, vu nos algorithmes ou vu ce qu'on a envie de produire en ce moment, on cherche des projets de tel type, n'hésitez pas à nous les envoyer pour encourager un peu les scénaristes à être un peu ambitieux, quoi, à être... Oui, ça, je pense que ces scénaristes connaissent les différentes sociétés de production et ils savent ce qu'ils font, ce sur quoi. Alors, nous, c'est vrai qu'on a un peu la casquette de faire des films un peu engagés, on va dire, tendance sociale. Après, moi, j'adore aussi le cinéma de genre, quoi. Et effectivement, le cinéma de genre aux États-Unis répond aussi à ce type de thématique. Quand vous voyez Get Out, voilà, il y a aussi un tas de questionnements là-dessus. Bon, je pense qu'en France, on pourrait aussi aborder ça comme ça. Mais les scénaristes savent grosso modo à qui s'adresser, savent quelle chaîne de télé attend quel type de projet, avec une dramaturgie de quelle et telle façon, etc. C'est à peu près identifié quand même. Hein. Les scénaristes bien établis, mais quand on démarre, c'est un peu le marasme tout ça. Enfin, c'est difficile de s'y retrouver. Vous avez accès à ces infos. Si éditorialement vous regardez tout ce que fait TF1 en unitaire et en série, bon voilà, vous savez à peu près à quel endroit ils sont. Voilà, bon, peut-être pas ce qu'ils prévoient de faire dans 2 ans, mais ils vont pas changer du tout au tout, quoi. En tout cas, il y a un ton, il y a une texture. Pareil sur Arte, pareil sur Canal, sur Netflix aussi, quoi. Donc non, je veux dire, maintenant vous avez accès pour percevoir et décrypter ces infos-là, quoi. C'est vrai qu'on peut regarder ce qui a déjà été produit. Ok,
C'est d'ailleurs la méthode que tout le monde utilise pour l'instant, mais ouais, je pensais à des appels d'offres peut-être un peu plus ambitieux ou j'en sais rien. Mais bon, bah, très bien, bah, merci beaucoup pour cette interview, c'était très intéressant. Voilà. Désolé, c'était compliqué parce que effectivement, enfin, la problématique est très compliquée hein, de ce que. Après, enfin, pour moi, scénariste, c'est un. Quand Sabrina m'a demandé, j'ai dit oui parce que scénariste, c'est un très beau métier et vraiment, il y a besoin de talent, quoi. Il y a besoin d'idées, il y a besoin de. Dire, les histoires, elles sont racontées, elles ont été racontées. Enfin, ça fait quand même, ça fait plusieurs millénaires que raconter des histoires existent et les thèmes sont toujours renouvelés et il y a besoin de points de vue, il y a besoin d'originalité de caractère, quoi. Donc le scénariste, ouais, c'est le nerf de la guerre, en fait. Pour Hmm. moi, enfin, la création, l'originalité de la création est le nerf de la guerre. Et elle s'exprime aussi et avant tout par le scénariste et par aussi la réalisation, bien entendu, quoi. Il y a probablement des scénaristes qui vont voir cette vidéo. Est-ce que, par exemple, en ce moment, vous êtes en recherche d'un certain type de projet ou pas? Ou est-ce que vous lisez tout? Bah, on essaie de lire au maximum. Après, vraiment, enfin, nous, ce qui est important et ce qui est magique dans notre métier, euh, c'est d'être ouvert, quoi. Voilà, c'est de pouvoir lire des projets, rencontrer des gens, des talents, d'être, nous aussi, de pouvoir abreuver de nouveautés, quoi. Moi, ce que j'aime effectivement dans les films, ce qu'on voit au cinéma, ce qu'on peut plus voir au cinéma, mais ce qu'on voit effectivement dans la télé, dans les séries, dans les formats, c'est vraiment chercher des tons différents, des endroits de narration différentes, quelque chose qui touche. Alors chacun a sa subjectivité. Voilà, je veux pas ma subjectivité, même pas forcément la mienne des deux producteurs associés avec qui je travaille. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de cette subjectivité, je gère, quel que soit le format audiovisuel et quel que soit le format cinématographique, je cherche et j'espère découvrir des choses. Alors pour les scénaristes, oui, j'essaye vraiment de lire et de rencontrer au maximum, quoi. Et qu'est-ce que vous conseillez, par exemple, aux scénaristes qui n'ont pas encore eu de projet payé, qui sortent d'école ou qui sont autodidactes? Qu'est-ce que vous leur conseillez de vous envoyer? Plutôt un spec, donc un scénario complet, ou plutôt des traitements ou des pitchs? Comment vous leur conseillez de démarcher les producteurs? C'est compliqué parce qu'effectivement, disons que vis-à-vis un jeune scénariste, la problématique de scénariste, c'est qu'effectivement, le métier s'exprime à différentes étapes. C'est effectivement l'idée, voilà, à quel endroit on est. Après, comment on va structurer cette idée sur la base synopsis, enfin sur la base de différentes étapes, quoi, synopsis, traitement, et comment on va écrire un scénario, comment on va écrire des dialogues, comment on va faire vivre des personnages, la psychologie de ces personnages, comment cette problématique va s'incarner en fonction de différents enjeux dramaturgiques. C'est très compliqué, quoi. Après, ce que j'aime trouver, je dirais quel que soit le format, c'est l'originalité d'un point de vue. C'est effectivement quelque chose, je me dis, tiens, il y a un ton, il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à cette personne, quoi. Voilà. Et sur lequel je m'y retrouve, enfin, je trouve quelque chose qui me fait vibrer aussi, et sur lequel j'ai envie de partager, continuer à travailler avec elle pour effectivement savoir s'il n'y a pas un projet qui peut être commun, celui-là ou pas, un projet qui peut être commun, sur lequel on peut partager une envie, un désir, et qu'on creuse sur ce désir, etc. etc. quoi. Mais forcément, c'est déjà lire dans ces lignes quelque chose de très... quelque chose d'intime que lui révélerait, mais que globalement on arriverait à trouver, dans lequel on s'y retrouve pour pouvoir projeter quelque chose derrière, quoi. D'accord. Et sur quoi vous le voyez le plus, cette intimité, donc pour répondre à ma question? Oh, oui, pour répondre de façon, ça peut être. C'est vrai que si c'est un scénario, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est le plus formalisé, parce qu'effectivement, là, vous allez sur l'intimité des personnages, vous voyez si effectivement il y a une sensibilité, une subtilité. Bon, c'est quelque chose c'est ce qui est le plus formalisé pour déterminer la qualité d'un travail, ça c'est évident, quoi. Et peut-être même que sur un scénario, vous pouvez vous dire, bon, bah ouais, le choix de l'histoire, il y a des choses avec lesquelles j'adhère moins, mais effectivement, le ton, à l'endroit où est cette personne, voilà, ça touche une corde.
après, on rencontre la personne, on peut se rencontrer, on peut discuter, on peut voir. Après, c'est toujours pareil. Ce qui est important, développer et faire un film, c'est une histoire de plusieurs années, quoi. Donc, quand on parlait de relations de confiance, quand on parlait de relations de respect, il faut avoir envie de partager avec les personnes qui sont sur les projets. Donc, il faut avoir envie de se retrouver autour d'une table, de passer des heures et des heures à parler d'une histoire, à parler de scénario, à parler de personnage. Est-ce qu'on parle le même langage? Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, quoi? Est-ce qu'on se comprend? Voilà, il ne s'agit pas d'être des amis, il s'agit d'avoir envie sur des choses très intimes d'un projet, de se mettre les tripes sur la table et de partager, quoi. Donc ça, c'est des choses aussi qui se créent, quoi. Donc oui, un scénario, c'est quelque chose de suffisamment abouti, permettant de démarrer et tisser ce lien. Après, ça peut être, alors bon, sur des gens qui sont plus expérimentés, effectivement, qu'on voit, qu'on regarde, enfin, des courts-métrages, des longs-métrages, à d'autres endroits, même si c'est des gens qui s'expriment à d'autres endroits que l'écriture de scénario, et de se dire, mais il y a quelque chose chez cette personne que j'ai envie de pouvoir étoffer et de travailler avec elle à l'étoffer, quoi. Donc, mais bon, c'est une première pierre pour rencontrer et pour développer quelque chose derrière. Donc, le mieux, c'est d'envoyer des specs. Oui. Bah, en fait, il y a quelques non, juste pour conclure là-dessus, c'est vrai qu'il y a quelques scénaristes récemment, des très jeunes scénaristes, qui ont effectivement mis un pied dans le secteur. Non, il y a plusieurs exemples, hein, effectivement, qu'on écrit un scénario, pour le coup, à un endroit suffisamment original et avec une qualité d'écriture suffisamment forte qui fasse que, ok, les gens le lisent et ils se disent, waouh, il y a quelque chose. Est-ce que celui-là va devenir un film? Je ne sais pas, mais je les rencontre, je les vois, et cette personne-là, je vais lui confier du travail sur un autre projet, je vais essayer de développer quelque chose avec elle, etc. Donc oui. C'est souvent ce qu'on dit, ouais, ce film-là se fera pas, mais ça fait office de carte de visite. Oui. Et finalement, ça permet de rentrer le plus rapidement possible, effectivement, dans le. Alors, c'est des scénarios peut-être que vous faites à l'école quand vous faites le CEA ou d'autres écoles d'écriture, ou que vous faites vous de votre côté, etc., quoi. Le Mais CEA, c'est le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ok. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Désolé pour ce format un peu brouillon, mais bon. Ne vous inquiétez pas, c'était très bien. Passionnant, mais bon, compliqué. C'était très bien, très instructif. Merci beaucoup. Bonne Ok. journée. Bonne journée. Au revoir, François. Au revoir.